Début de l'histoire. Ce matin-là, au début du mois de juillet 2021, l'air de Villers-Bocage, en Normandie, était encore frais. Une fine rosée perlait sur les feuilles et le chant des coqs résonnait entre les maisons du village. Les routes de campagne commençaient déjà à s'animer. Il y avait un marchand de légumes ambulant avec sa camionnette. Des mères de famille sortaient acheter le nécessaire pour la matinée. Des enfants couraient en riant. Derrière toute cette agitation, dans une petite brigade de gendarmerie qui se tenait au bord de la route départementale, l'atmosphère semblait ordinaire. Les gendarmes s'occupaient de classer des dossiers, d'autres saluaient les habitants venus pour des attestations. Cependant, la situation changea lorsqu'un jeune homme au visage sombre et à la démarche hâtive entra dans le bâtiment. L'homme s'appelait Antoine Lambert. Il venait d'avoir 30 ans, mais son visage paraissait plus vieux à cause de la fatigue. Ses yeux étaient rouges, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Ses cheveux étaient en désordre, la chemise qu'il portait était froissée et terne. Il resta un instant devant le bureau d'accueil, puis salua respectueusement l'officier de service. Sa voix était rauque lorsqu'il se présenta, il dit qu'il venait signaler la disparition de sa femme. Ces mots firent se retourner plusieurs gendarmes présents dans la pièce. Une disparition signalée est toujours prise au sérieux. Surtout lorsqu'il s'agit d'une jeune femme mère d'un petit enfant. L'officier de service ce matin-là était le capitaine Luc Dubois. C'était un gendarme d'une 40aine d'années. Son visage était calme et empreint d'autorité. Ses cheveux commençaient à grisonner sur les tempes, mais son regard était vif. Comme s'il pouvait lire dans les pensées des gens. Il demanda à Antoine de s'asseoir sur une simple chaise en bois. Il versa de l'eau d'une carafe en verre dans un gobelet et le posa devant l'invité. D'une main tremblante, Antoine saisit le verre, but une gorgée, puis prit une profonde inspiration comme pour rassembler son courage. Dubois n'était pas pressé. Il savait qu'un déclarant au cœur agité avait besoin de temps pour se calmer. Lentement, Antoine commença son récit. Il travaillait loin, à Marseille, comme superviseur sur un grand chantier de construction. Son travail l'obligeait à rentrer rarement. Parfois, une seule fois par mois, il pouvait revenir en Normandie. À la maison, sa femme, Sophie Marchal, 28 ans, vivait avec leur fils unique de 4 ans, un garçon vif nommé Léo. Il y avait aussi son père, Pierre Durand, un homme de 54 ans qui aidait à garder son petit-fils et gérait la petite entreprise familiale, une boucherie-charcuterie installée au rez-de-chaussée de la maison. Leur vie était simple, sans grande richesse, mais pleine de moments partagés. D'habitude, même s'ils étaient loin, Antoine et Sophie restaient connectés. Presque chaque soir, ils s'appelaient. Parfois juste un court instant, simplement pour entendre Léo raconter ses nouveaux jouets ou parler du chat du voisin qui venait souvent jouer dans le jardin. Pour Antoine, ce simple moment suffisait à effacer la fatigue d'une journée de travail. Mais depuis 3 jours, toute communication était coupée. Le numéro de Sophie n'était plus actif, les messages ne passaient pas, et même le groupe familial sur les réseaux sociaux, habituellement animé, était devenu silencieux. Le cœur d'Antoine battait la chamade. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Une jeune mère n'abandonnerait pas son enfant en bas âge comme ça. Antoine essaya d'appeler son père. Pierre raconta qu'il y a 3 jours, lui et Sophie s'étaient disputés à propos d'argent. Sophie voulait envoyer un peu d'argent de la recette à sa famille à Rouen. Mais Pierre avait refusé car les affaires étaient calmes. La dispute avait envenimé la situation. Sophie, en colère, aurait quitté la maison en emportant quelques vêtements. Mais ce qui rendait Antoine incrédule, c'était le fait que Sophie ait abandonné Léo. Le signalement d'Antoine. Selon Antoine, sa femme n'aurait jamais fait ça. Sophie était une mère aimante. Elle bordait toujours Léo en lui racontant une histoire avant de dormir. Elle se levait toujours tôt pour préparer le petit déjeuner. Comment aurait-elle pu volontairement quitter son enfant encore si petit? Cette nuit-là, Antoine ne put contenir son angoisse. Il décida de prendre un congé d'urgence. Il acheta un billet d'avion de Marseille pour Caen. Le voyage lui parut interminable, même s'il ne durait que quelques heures. À l'aéroport, il était assis, l'esprit confus. Il se souvenait du sourire de sa femme. Il se souvenait de Léo courant pour l'accueillir chaque fois qu'il rentrait. Son cœur était rempli de culpabilité d'avoir été si occupé par le travail, si rarement à la maison. Il sentait qu'il aurait dû être aux côtés de Sophie lorsque les problèmes étaient survenus. Dans l'avion, il regardait les nuages blancs en priant intérieurement pour que sa femme aille bien. Mais un sentiment d'effroi continuait de le hanter. En arrivant à Villers-Bocage au petit matin, il se rendit directement à la maison. De l'extérieur, la maison semblait normale. La petite boutique était toujours là, la lumière du porche encore allumée.
Son père l'accueillit avec un visage fatigué. Mais l'atmosphère semblait étrange. Antoine entra dans la chambre et vit que beaucoup de vêtements de sa femme étaient encore là. Les petits bijoux, offerts lors de leur mariage, étaient toujours sur la coiffeuse. Son portefeuille et ses papiers d'identité avaient également été laissés. Tout cela le conforta dans son intime conviction que l'histoire de son père n'avait pas de sens. Une femme qui a vraiment l'intention de partir n'abandonnerait pas des objets de valeur comme cela. Le cœur d'Antoine se serra davantage, ses yeux brûlaient. Il sentait que quelque chose lui était caché. Finalement, ce matin-là, il prit son courage à deux mains pour se rendre à la gendarmerie. Devant le capitaine Dubois, il raconta tous les détails. Sa voix tremblait. Plusieurs fois, il s'arrêta pour retenir ses larmes. Dubois écoutait sans l'interrompre, hochant la tête de temps en temps. Il savait que cette affaire ne pouvait être prise à la légère. Une jeune mère avait disparu. Un petit enfant était privé de son affection. Un mari était désemparé. Et un beau-père donnait une explication étrange. Tout cela ressemblait aux pièces d'un puzzle qu'il fallait assembler avec précaution. Dubois décida que la première étape était de se rendre immédiatement au domicile d'Antoine pour une première vérification. À ce moment-là, la lumière du soleil matinal pénétrait par la fenêtre de la gendarmerie. La poussière volait dans les rayons, comme si elle était le témoin du début d'un long voyage. Un voyage pour chercher la vérité, un voyage pour lever le mystère caché derrière cette simple maison de la campagne normande. Personne ne savait ce qui était vraiment arrivé à Sophie Marchal. Mais une chose était sûre, le signalement d'Antoine était devenu la porte d'entrée vers une sombre histoire qui allait bientôt bouleverser le cœur de nombreuses personnes. Pour Antoine, son dernier espoir reposait désormais entre les mains de la gendarmerie. Pour Dubois, ce n'était pas seulement une disparition inquiétante. C'était peut-être le début d'une affaire criminelle qui devait être résolue au plus vite. La gendarmerie entre en action. Ce midi-là, le soleil commençait à monter lorsque le capitaine Dubois et deux de ses hommes partirent vers la maison d'Antoine. La voiture de patrouille roulait lentement sur les routes de campagne bordées de pommiers et de champs verdoyants s'étendant à perte de vue. Le long de la route, on voyait des petites échoppes, des enfants à vélo, et des agriculteurs rentrant des champs, la fourche sur l'épaule. Le paysage inspirait la paix, mais le cœur d'Antoine, assis sur la banquette arrière, ressentait tout le contraire. Il était agité. Ses doigts ne cessaient de caresser l'écran de son téléphone. Même s'il savait qu'aucun message de sa femme n'arriverait. La maison de la famille d'Antoine était située dans un hameau à l'ouest de Villers-Bocage. La maison n'était pas grande, juste une construction simple aux murs de crépi blanc qui commençait à s'effacer. Sur le devant, il y avait la petite boutique avec une vitrine en verre contenant du pâté, de la viande et des saucisses. À côté, il y avait un billot en bois servant à découper la viande. Le centre de la maison servait de salon et de salle de séjour. Et à l'arrière, il y avait la salle de bain ainsi qu'un petit enclos pour élever quelques poules. Leur vie était loin d'être luxueuse. Mais c'est de là que provenait leur gagne-pain quotidien. En arrivant sur place, ils virent Pierre Durand en train de donner à manger à ses poules. L'homme d'âge mûr était de forte corpulence, la peau tannée, le visage visiblement fatigué mais s'efforçant d'être aimable. Lorsqu'il vit son fils arriver avec les gendarmes, il parut surpris. Le sourire qu'il tenta d'esquisser semblait rigide. D'une voix lourde, il les invita à entrer dans la maison. Il dit qu'il s'inquiétait aussi pour Sophie, sa belle-fille. Il répéta la même histoire que celle qu'il avait racontée au téléphone, la dispute pour l'argent et Sophie partant avec des vêtements. Le capitaine Dubois écoutait calmement, mais ses yeux observaient chaque mouvement de Pierre. Sa façon de parler, son regard qui fuyait parfois, lui donnait le sentiment que quelque chose était dissimulé. En tant qu'enquêteur expérimenté, il savait que lorsque quelqu'un répétait trop vite la même histoire avec des détails similaires, cela pouvait être le signe que l'histoire avait été préparée. Dubois ne l'accusa pas directement, il demanda simplement la permission d'inspecter la chambre de Sophie. Ils entrèrent dans la petite chambre au centre de la maison. La pièce était simple. Il y avait une armoire, une coiffeuse et un lit avec des draps à motifs floraux. L'armoire semblait ouverte. Il manquait effectivement quelques vêtements, mais sur la coiffeuse restaient de petits bijoux, dont un bracelet en or et les boucles d'oreilles du mariage. Le portefeuille de Sophie était dans le tiroir, avec sa carte d'identité et de la monnaie. Le capitaine Dubois fronça les sourcils. Comment quelqu'un qui part à cause d'un problème d'argent pouvait-il laisser ses bijoux et ses papiers d'identité? Il nota tout cela mentalement. Antoine, qui était entré avec eux dans la chambre, regardait dans le vide. Pour lui, ces objets étaient la preuve irréfutable que sa femme n'était pas vraiment partie. Il prit les boucles d'oreilles qui se trouvaient encore dans leur petit écrin. Son cœur se serra.
Il se souvint du mariage, lorsqu'il les avait mises avec amour aux oreilles de Sophie. Léo, leur fils, était assis dans un coin de la pièce, le visage innocent. Le garçonnet regardait les gendarmes avec un mélange de peur et de confusion. Le capitaine Dubois s'approcha de lui, essayant de lui parler doucement. Il demanda « Est-ce que Léo a joué avec maman ces derniers jours ?» Le garçon secoua la tête. Puis, d'une voix faible, il dit que sa mère faisait dodo. Ces mots plongèrent la pièce dans le silence. Antoine regarda son fils avec des yeux écarquillés. Dubois réfléchit intensément. C'était peut-être juste les mots innocents d'un enfant, mais c'était peut-être aussi une part de vérité. Après être sorti de la chambre, Dubois se tint sur le perron. Il observa les alentours. La maison voisine n'était pas loin, seulement séparée par la petite route du hameau. Il demanda à Antoine si un voisin avait installé des caméras de surveillance. Antoine désigna la maison d'en face, un bâtiment à 2 étages plus grand, appartenant à un négociant en matériaux de construction. Selon Antoine, cette maison venait d'être équipée de caméras de vidéosurveillance quelques mois auparavant. L'une des caméras faisait directement face à la route devant chez lui. En entendant cela, Dubois sentit l'espoir renaître. Si Sophie était vraiment sortie de la maison il y a 3 jours, il devait y avoir un enregistrement le montrant. Mais s'il n'y avait rien, alors l'histoire de Pierre s'effondrerait instantanément. Pierre, qui se tenait non loin d'eux, semblait nerveux. Il essayait de contrôler l'expression de son visage, mais de fines gouttes de sueur commençaient à perler sur ses tempes. Le capitaine Dubois le regarda brièvement, puis emmena immédiatement son équipe vers la maison du voisin pour vérification. Dans son fort intérieur, Dubois était de plus en plus convaincu que cette affaire n'était pas simple. Son instinct lui disait qu'un grand secret se cachait derrière la disparition de Sophie Marchal. Pendant ce temps, Antoine se tenait debout, regardant la cour de sa maison. Il se souvenait des moments où Sophie étendait le linge en fredonnant. Quand Léo courait pour accueillir sa mère qui revenait du marché. Quand ils s'asseyaient ensemble pour profiter d'un thé chaud l'après-midi. Tous ces souvenirs semblaient maintenant vides. Il sentait que sa maison, autrefois chaleureuse, était désormais froide sans la présence de sa femme. Son cœur était rempli de prières pour que la vérité éclate rapidement. Quelle que soit la réalité, il voulait juste savoir où était sa femme. Pour lui, la certitude valait bien mieux que cette confusion torturante. De son côté, le capitaine Dubois avait déjà un plan en tête. Chaque étape devait être menée avec prudence. Il savait que s'il y avait bien eu un acte criminel, le temps était précieux pour trouver des preuves. La première étape était de vérifier les enregistrements de la caméra du voisin. C'est de là que l'enquête prendrait une direction plus claire. Dubois leva les yeux vers le ciel de midi, qui commençait à être brûlant. Le vent apportait l'odeur de cuisine depuis la maison voisine. L'atmosphère du hameau semblait ordinaire. Comme si rien ne s'était passé. Mais derrière cette tranquillité, un mystère attendait d'être révélé. La vidéosurveillance du voisin. Cet après-midi-là, l'ambiance chez le voisin d'Antoine était assez animée. Le propriétaire, un homme d'une 60aine d'années que l'on appelait familièrement Monsieur Bernard, accueillit avec amabilité le capitaine Dubois et son équipe, accompagnés d'Antoine. Sa maison était bien plus grande que celle d'Antoine. Les murs étaient solides et plusieurs caméras de surveillance étaient fixées en hauteur. Monsieur Bernard était connu comme un négociant en matériaux de construction qui avait plutôt bien réussi. Il aimait aider ses voisins, alors quand la gendarmerie est arrivée, il n'a pas hésité à coopérer. Avec un sourire poli, il les fit entrer dans son salon frais et climatisé. Le capitaine Dubois expliqua le but de sa visite. Il dit que les enregistrements de la caméra de M. Bernard pourraient aider à savoir si Sophie avait vraiment quitté la maison 3 jours plus tôt. M. Bernard hocha la tête avec compréhension. Il expliqua que le système de caméra de sa maison enregistrait 24 heures sur 24 sans interruption et que les données étaient conservées pendant une semaine. En entendant cela, Dubois se sentit soulagé. Cela signifiait qu'il y avait encore une grande chance de trouver un indice crucial. Un membre de l'équipe technique fut immédiatement appelé pour apporter l'équipement spécialisé. Ils s'assirent devant un écran d'ordinateur connecté au dispositif de stockage. L'enregistrement des 3 derniers jours commença à défiler. Tous les yeux étaient fixés sur l'écran. Au début, on ne voyait que l'activité habituelle. Des gens passaient sur la route du hameau. Des enfants jouaient à vélo, des livreurs passaient avec leurs marchandises. De temps en temps, on voyait Pierre sortir de la maison pour donner à manger aux poules ou s'asseoir sur le banc devant. Puis on vit Sophie balayer la cour avec Léo courant à côté d'elle. Le cœur d'Antoine se serra en voyant le visage de sa femme si clairement enregistré. C'était si réel,
comme si elle était encore là, sous ses yeux. Mais après que l'heure est avancée vers l'après-midi, la silhouette de Sophie n'apparut plus. Aucune image ne la montrait sortant de la maison avec un sac. Aucune scène où elle traversait la route. Jusqu'au soir. On ne voyait que Pierre qui entrait et sortait plusieurs fois. L'enregistrement passa, au jour suivant. Toujours aucun signe du départ de Sophie. Toutes les personnes dans la pièce retinrent leur souffle. Ce fait contredisait clairement l'histoire de Pierre, qui affirmait que sa belle-fille était partie en emportant des vêtements. Le capitaine Dubois regarda l'écran avec sérieux, puis se tourna vers Antoine. Les yeux d'Antoine étaient embués de larmes. Il était de plus en plus convaincu que quelque chose de terrible était arrivé à sa femme, à l'intérieur même de la maison. Pierre, qui assistait également à l'examen de l'enregistrement, tentait de paraître calme, mais son visage était blême. Il essaya de dire que Sophie était peut-être sortie par l'arrière ou que la caméra ne fonctionnait pas à ce moment-là. Mais ses excuses semblaient faibles. Le capitaine Dubois ne répondit pas directement. Il demanda simplement à l'agent technique de copier l'intégralité des enregistrements des 3 derniers jours pour les emporter à la brigade comme preuve. Pour Dubois, cet enregistrement était un tournant décisif. Il réalisa que cette affaire n'était plus une simple disparition inquiétante, mais potentiellement un acte criminel grave. En sortant de chez M. Bernard, Dubois parla avec Antoine à l'extérieur. Il lui tapota l'épaule et lui dit de rester courageux. Antoine hocha la tête, le visage sombre. Diverses questions tourbillonnaient dans sa tête. Pourquoi son père avait-il menti? Pourquoi n'avait-on pas vu Sophie sortir de la maison? Et que s'était-il réellement passé derrière les murs de leur maison? L'affaire devient sérieuse. Cette nuit-là, Antoine ne parvint pas à dormir. Il était assis dans le salon, regardant fixement la table où lui et sa femme mangeaient habituellement ensemble. Léo s'était endormi sur ses genoux. Le petit garçon ne savait pas que sa mère ne reviendrait peut-être jamais. Pendant ce temps, à la gendarmerie de Villers-Bocage, le capitaine Dubois rédigeait un rapport détaillé. Il nota que la preuve vidéo prouvait que Sophie n'avait jamais quitté la maison. Il nota également la déclaration étrange de Pierre. Il réalisa que la prochaine étape était de procéder à une perquisition approfondie. Mais pour cela, il devait demander une autorisation officielle. Cette nuit-là, Dubois contacta son supérieur, le commandant Gilles Martin, pour lui expliquer ses découvertes cruciales. Le commandant Martin, en entendant le rapport, approuva immédiatement la poursuite de la procédure judiciaire. Il déclara que cette affaire devait être traitée rapidement, car chaque minute pouvait signifier la perte de preuves importantes. Le lendemain, l'atmosphère à la maison d'Antoine devint de plus en plus tendue. Plusieurs voisins commencèrent à se poser des questions en voyant les allées et venues de la gendarmerie. Certains chuchotaient que Sophie s'était enfuie. D'autres pensaient que quelque chose de plus grave était peut-être arrivé. La camaraderie habituelle du village fut remplacée par un sentiment d'inquiétude. Cependant, de nombreux voisins continuaient de soutenir Antoine. Ils lui apportaient de la nourriture, prenaient des nouvelles de Léo et offraient leur aide. Au milieu de son désarroi, le soutien des habitants rendit Antoine un peu plus fort. Pierre essayait toujours de se comporter normalement. Il s'asseyait sur la chaise devant la maison, allumait une cigarette et regardait la route. Mais son regard était différent. De temps en temps, il jetait un coup d'œil vers Antoine puis détournait les yeux. Le capitaine Dubois, qui revint dans l'après-midi, remarqua ce petit changement dans le langage corporel de Pierre. Dubois était convaincu que cet homme cachait quelque chose d'énorme. Mais il ne voulait pas se précipiter. Il savait que pour révéler la vérité, il fallait des preuves tangibles. Et ces preuves étaient peut-être encore cachées à l'intérieur de cette maison, qui semblait maintenant si pesante. Cette nuit-là, l'atmosphère dans la maison familiale d'Antoine était lourde. Le vent nocturne soufflait doucement depuis les champs derrière la maison, apportant une odeur de terre humide. À l'intérieur, Léo dormait profondément à côté de son grand-père. Tandis qu'Antoine était assis, songeur, dans le salon. Une ampoule jaune pâle éclairait faiblement son visage sombre. Il regardait la photo de mariage accrochée au mur. Le visage de Sophie sur la photo souriait brillamment, vêtue d'une robe blanche et d'un voile élégant. Tandis que lui se tenait à côté, le regard plein d'espoir. Antoine soupira longuement. Sa poitrine était oppressée. L'image de sa femme ne cessait de le hanter. Comme si elle l'appelait d'un endroit lointain. Depuis que l'enregistrement de la caméra avait montré que Sophie n'avait jamais quitté la maison, l'esprit d'Antoine était de plus en plus confus. Il essayait de rejouer les événements dans sa tête. Il y a 3 jours, il avait encore pu parler à Sophie au téléphone, entendre la voix joyeuse de sa femme, bien qu'un peu fatiguée. Puis, soudain,
Tout avait disparu. Le téléphone coupé, les messages non lus, et seulement l'histoire de son père, à laquelle il ne pouvait croire. Il se sentait coupable d'avoir laissé sa famille si longtemps. S'il avait été à la maison, peut-être que tout cela ne serait pas arrivé. Ce regret pesait sur son cœur comme une pierre. Le capitaine Dubois, qui revint cette nuit-là, trouva Antoine encore éveillé. Il s'assit sur la chaise en bois en face d'Antoine, essayant de le calmer. Il dit que l'enquête ne devait pas seulement dépendre de l'intuition, mais devait être basée sur des preuves concrètes. Dubois insista sur l'importance de la patience. Il demanda à Antoine de rester fort pour Léo, qui était encore si petit. Ces mots apaisèrent un peu le cœur d'Antoine. Même s'il n'effaçait pas son anxiété, il serra silencieusement son fils endormi contre lui, se promettant de faire tout ce qui était en son pouvoir pour découvrir la vérité sur sa femme. Le lendemain matin, le soleil venait à peine de se lever quand Antoine décida d'aller au marché près de chez lui. Il voulait prendre des nouvelles auprès des gens qui auraient pu voir Sophie. Le marché traditionnel était animé comme d'habitude. Les maraîchers installaient leurs étals, les odeurs d'épices et de produits frais se mélangeaient dans l'air. Plusieurs vendeurs reconnurent Antoine et lui demandèrent aussitôt des nouvelles. Ils étaient étonnés de ne pas avoir vu Sophie faire ses courses comme d'habitude depuis plusieurs jours. L'une des marchandes d'épices dit même que Sophie avait promis de venir acheter des herbes 3 jours plus tôt, mais qu'elle n'était jamais apparue. Tout cela conforta Antoine dans sa conviction que sa femme n'était jamais partie bien loin. En rentrant chez lui, Antoine vit son père assis sur la terrasse, fumant une cigarette. Pierre regardait fixement la route du hameau. Son visage était rigide. Antoine voulait lui poser plus de questions, mais sa voix resta bloquée. Il y avait un mélange de respect et de colère. Il était confus. Comment un père pouvait-il sembler si calme alors que sa belle-fille avait disparu sans laisser de traces? La suspicion grandissait. Mais il choisit de se taire. Il savait que la gendarmerie travaillait et qu'une confrontation directe ne ferait qu'aggraver la situation. En son fort intérieur, il priait pour que le capitaine Dubois trouve rapidement une issue. Pendant ce temps, le capitaine Dubois retourna à son bureau et tint une petite réunion avec son équipe. Ils discutèrent des étapes suivantes. Tous étaient d'accord pour dire que cette affaire était devenue suspecte. Les preuves vidéo, la déclaration étrange de Pierre et l'état de la chambre de Sophie, qui ne montrait aucun signe de départ volontaire, étaient des raisons suffisantes pour poursuivre l'enquête plus en profondeur. Dubois proposa de demander une autorisation de perquisition officielle. Il était convaincu que ce n'était que de cette manière qu'il pourrait trouver la réponse. Les jours suivants se déroulèrent dans une tension palpable. Antoine restait le plus souvent à la maison, attendant des nouvelles de la gendarmerie. Léo demandait souvent après sa mère. Sa voix innocente déchirait le cœur d'Antoine. Il ne pouvait que répondre que sa mère était partie pour un court moment, même si son propre cœur ne croyait pas à cette réponse. Les nuits étaient agitées. Les journées étaient remplies d'anxiété. Les voisins commençaient à chuchoter. Certains montraient de la sympathie. D'autres ne faisaient que répandre des conjectures. Mais Antoine n'y prêtait pas attention. Tout ce qu'il voulait, c'était la certitude concernant Sophie. Pierre s'efforçait toujours de se comporter normalement. Il donnait à manger aux poules, préparait sa boutique et parlait brièvement avec les voisins. Mais son regard semblait toujours sombre. Parfois, on le voyait rester songeur pendant longtemps dans la cour arrière, comme s'il pensait à quelque chose de lourd. Pour Antoine, cette attitude ne faisait qu'ajouter à la suspicion. Cependant, il choisit de garder cela pour lui. Il savait que tôt ou tard, la vérité émergerait et qu'il devrait être prêt à affronter tout ce qui arriverait. Au milieu de tout cela, le capitaine Dubois continuait de travailler. Il rédigea un rapport détaillé, rassembla toutes les preuves et demanda une autorisation de perquisition au procureur. Il savait que cette étape était risquée, mais sans perquisition, il serait impossible de résoudre l'affaire. Chaque seconde comptait et il ne voulait pas laisser les traces disparaître davantage. Le soir, avant de dormir, il réfléchit un instant. Le visage de Sophie lui revint à l'esprit. La silhouette d'une jeune mère qui était peut-être victime de quelque chose d'horrible. Il se fit la promesse de ne pas s'arrêter avant d'avoir trouvé la vérité. Le 4e jour depuis la disparition de Sophie, l'atmosphère dans le hameau était de plus en plus chargée d'interrogations. Certains habitants commençaient à médire, mais beaucoup priaient aussi ensemble pour que Sophie soit retrouvée. Certains suggérèrent à Antoine d'aller voir le curé pour demander des prières. D'autres proposèrent de prier ensemble à l'église du village. La tradition de la solidarité et le sens de l'humanité poussaient les habitants à vouloir aider du mieux qu'ils pouvaient. Antoine se sentit un peu réconforté par ce soutien. Même si son cœur restait rempli de douleur. Finalement,
de bonnes nouvelles arrivèrent de la gendarmerie. L'autorisation de perquisition officielle avait été approuvée. Le capitaine Dubois prépara immédiatement une équipe pour intervenir. La maison de Pierre allait être inspectée de fond en comble. Chaque recoin serait examiné. Antoine apprit la nouvelle avec un mélange de soulagement et de peur. Il savait que c'était le moment où la vérité allait se rapprocher. Même s'il redoutait lui-même la pire des éventualités. Dans son cœur, il priait à voix basse. Puisse Sophie être encore en vie. Puissent toutes ces terribles suppositions n'être qu'un malentendu. Mais une autre partie de son cœur savait que ce voyage les mènerait à une amère réalité. Première perquisition. Ce matin-là, la campagne normande semblait paisible lorsqu'une voiture de gendarmerie s'arrêta devant la maison d'Antoine. Plusieurs agents en uniforme descendirent avec des visages sérieux. Entre les mains du capitaine Dubois se trouvait le mandat de perquisition officiel. Antoine, qui se tenait devant la maison, les accueillit le cœur battant. Pierre sortit par la porte d'entrée. Son visage était blême lorsqu'il vit le nombre de gendarmes présents. Bien qu'il tentât de sourire, la main qui tenait sa cigarette tremblait visiblement. Il ne pouvait plus refuser. Le mandat officiel fut lu à haute voix, marquant le début d'une enquête approfondie dans cette simple maison. Les agents entrèrent dans chaque pièce avec minutie. Ils ouvrirent les armoires, vérifièrent les tiroirs, et examinèrent les coins du plancher. Dans la chambre de Sophie, ils photographièrent chaque détail, les bijoux laissés, le portefeuille avec la carte d'identité, ainsi que les vêtements encore bien rangés devinrent des preuves importantes. Le capitaine Dubois notait tout avec soin. Pour lui, tout cela renforçait la suspicion que Sophie n'était jamais vraiment partie. Pendant ce temps, Antoine se tenait à côté, le visage plein de douleur. Il observait chaque recoin de la maison, qui semblait garder une histoire amère. Après avoir inspecté la chambre, l'équipe se déplaça vers la cuisine. L'odeur de la viande et des épices flottait encore dans l'air. Dans le coin de la cuisine se trouvait le gros équipement habituellement utilisé pour hacher la viande et préparer la charcuterie. Les agents observèrent cette machine avec attention. Dubois demanda à ce que la machine ne soit pas touchée avant d'être examinée plus en détail par l'équipe scientifique. Son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas à cet endroit. Mais il ne tira pas de conclusion hâtive. Il savait que tout devait attendre les résultats de l'examen scientifique. Pierre, assis sur une chaise dans le salon, semblait de plus en plus agité. Il essayait de parler, comme pour convaincre tout le monde que sa belle-fille était seulement partie parce qu'elle était en colère. Mais ses paroles sonnaient creux, son regard était fuyant. La sueur coulait sur ses tempes. Le capitaine Dubois ne répondit pas. Il continuait simplement à l'observer de son regard perçant. Chaque mouvement de Pierre semblait signaler qu'il cachait un lourd fardeau. Mais tant qu'aucune preuve concrète ne serait trouvée, Dubois se retenait de l'accuser directement. Dans la cour arrière, les agents effectuèrent également des vérifications. Il y avait l'enclos des poules. Il y avait de grands sacs remplis de grains. Tout semblait ordinaire. Cependant, un agent découvrit une tache étrange près du mur de la salle de bain. La tache ressemblait à une trace qui avait été lavée à plusieurs reprises. En examinant de plus près, on vit une marque pâle difficile à effacer. L'équipe technique et scientifique fut appelée pour déterminer s'il s'agissait ou non d'une tache de sang. Antoine, qui vit cela, ne put plus contenir ses sentiments. Ses larmes coulèrent. Il essaya de rester fort, mais son corps tremblait. Il détourna le visage pour que Léo, qui jouait, ne voie pas sa tristesse. Ce jour-là, la perquisition dura longtemps. Chaque pièce fut documentée, chaque objet examiné. Le hachoir à viande devint un point d'attention particulier. L'équipe scientifique préleva de petits échantillons dans les interstices de la machine. Ils utilisèrent également un liquide spécial dans la salle de bain pour détecter la présence éventuelle de traces de sang qui auraient été lavées. Les premiers résultats montrèrent une réaction chimique positive. Cela signifiait qu'il y avait très probablement eu du sang à cet endroit. Le capitaine Dubois sentit un frisson lui parcourir l'échine. L'affaire prenait une tournure de plus en plus grave. Pendant ce temps, plusieurs voisins commencèrent à se rassembler devant la maison. Ils chuchotaient en voyant les nombreux gendarmes entrer et sortir. Certains se posaient des questions, d'autres montraient leur sympathie. Quelques femmes s'approchèrent d'Antoine, lui tapotèrent l'épaule, lui adressant des mots de réconfort. Elles lui dirent que quoi qu'il arrive, il devait être fort pour son fils. Ce soutien rendit Antoine un peu plus courageux, même si son cœur était brisé. Il se sentit moins seul. Même si la vérité qu'il attendait était peut-être très amère. Vers le soir, la perquisition fut temporairement interrompue.
Tous les échantillons et objets saisis furent emportés au laboratoire pour un examen plus approfondi. Le capitaine Dubois se réunit avec son équipe dans le salon. Il déclara que les découvertes de la journée étaient très importantes. Il y avait de nombreux signes indiquant que Sophie n'avait jamais quitté la maison. Il souligna également que l'enquête devait rester professionnelle, sans précipitation. Tout le monde devait attendre les résultats scientifiques avant de prendre des décisions judiciaires supplémentaires. Pierre fut prié de suivre les gendarmes à la brigade pour un interrogatoire complémentaire. Son visage était de plus en plus blême, sa démarche lourde. Mais il ne pouvait pas refuser. Antoine le regarda simplement s'éloigner. Son cœur était en ébullition. Il sentait que la vérité était proche, mais il avait aussi peur de ce qui allait être révélé. Sur le chemin de la gendarmerie, Pierre resta assis en silence sur la banquette arrière de la voiture. Son regard était vide. Ses mains étaient crispées sur ses genoux. Pas un mot ne sortit de sa bouche. L'atmosphère était silencieuse, seul le bruit du moteur de la voiture se faisait entendre. Cette nuit-là, après le départ de tous les agents, Antoine s'assit seul dans le salon. La maison semblait vide. Seul le chant des grillons, à l'extérieur, l'accompagnait. Il regarda à nouveau la photo de sa famille. Cette fois, avec un sentiment différent. Il y avait un petit espoir que la vérité éclate bientôt. Mais aussi une grande peur que cette vérité ne détruise tout. Il prit une profonde inspiration, ferma les yeux et pria. Dans son cœur, il se dit que quoi qu'il arrive, il l'accepterait, pourvu que ce mystère cesse de le torturer. Des preuves suspectes. Ce soir-là, au bureau de la gendarmerie de Villers-Bocage, l'atmosphère dans la salle d'interrogatoire était tendue. Une lumière néon blanche éclairait la pièce sobre. Le bureau en bois était couvert de dossiers et, dans un coin, il y avait un thermos de café noir déjà froid. Pierre était assis sur une chaise en métal. Ses mains s'agitaient nerveusement. Même s'il essayait d'afficher un visage calme. En face de lui était assis le capitaine Dubois, le regard perçant. À côté de lui, 2 autres agents prenaient des notes. L'air était lourd. Comme si l'on attendait une petite explosion de la bouche de cet homme. Dubois commença par des questions simples sur la relation de Pierre avec sa belle-fille. Pierre répondit d'un ton neutre, disant que leur relation était normale. Parfois, il y avait des désaccords, mais jamais rien de sérieux. Il répéta à nouveau l'histoire de la dispute d'il y a 3 jours, du désir de Sophie d'envoyer de l'argent à sa famille, de son refus, et de Sophie partant avec des vêtements. La réponse était exactement la même que celle qu'il avait déjà donnée. Pour Dubois, cette répétition trop uniforme ne faisait qu'ajouter à la suspicion. Dubois demanda alors plus de détails. Quels vêtements Sophie avait-elle emportés? À quelle heure était-elle sortie? Est-ce que quelqu'un l'avait vue? Pierre resta silencieux quelques secondes avant de répondre. Il mentionna que Sophie avait pris un sac noir et était sortie vers le soir. Mais quand on lui demanda qui l'avait vue, il ne put donner aucun nom. Il dit seulement qu'il l'avait vue lui-même. Cette réponse ne fit qu'accroître les soupçons. D'autant plus que Dubois possédait déjà l'enregistrement vidéo, prouvant que personne n'était sorti de la maison ce jour-là. Antoine, assis dans une pièce différente, regardait l'écran de contrôle. Il était autorisé à voir l'interrogatoire derrière une vitre sans teint. Son cœur brûlait en entendant les réponses de son père. Il voulait crier, l'accuser, mais il savait que tout devait suivre la procédure légale. Léo, qu'il avait confié temporairement à une voisine, le soulageait un peu. Cette nuit-là, il était assis, agité, regardant l'écran, espérant que la vérité émerge bientôt. Ses larmes coulèrent à nouveau. Non seulement à cause de la perte de sa femme, mais aussi parce qu'il ne pouvait pas croire que son propre père puisse cacher quelque chose d'aussi énorme. Dubois réalisa que Pierre était quelqu'un qui résistait bien à la pression. Il regardait rarement l'enquêteur dans les yeux, baissant plus souvent la tête ou fixant le mur. Il répondait brièvement à chaque question. Pas d'émotion, pas d'agitation visible. Même si son corps tremblait parfois légèrement. Dubois savait que sans preuve solide, il serait difficile de faire avouer cet homme. Il décida de ne pas se précipiter. Cette nuit-là, l'interrogatoire fut temporairement suspendu. Pierre fut transféré dans une cellule de garde à vue en attendant la suite de l'enquête. Pendant ce temps, l'équipe scientifique qui avait emporté les échantillons de la maison d'Antoine travaillait d'arrache-pied au laboratoire. Ils examinaient la tâche dans la salle de bain, le hachoir à viande et les petites traces trouvées dans la cuisine. Chaque échantillon était codé, chaque étape consignée. Ce processus prenait du temps, mais Dubois était convaincu que les résultats ouvriraient la voie. Il contactait le laboratoire toutes les quelques heures pour s'assurer que tout avançait rapidement. Il était nerveux,
mais son visage restait ferme devant ses hommes. Il savait que l'équipe avait besoin d'un leader solide. Le lendemain matin, l'atmosphère chez Antoine était toujours pesante. Les voisins venaient tour à tour prendre des nouvelles. Certains apportaient de la nourriture. D'autres proposaient leur aide pour garder Léo. Mais les rumeurs commençaient aussi à circuler. Certains disaient que Sophie s'était peut-être enfuie avec quelqu'un d'autre. D'autres supposaient que quelque chose de terrible lui était arrivé. Antoine essayait de faire la sourde oreille. Il voulait juste se concentrer sur l'enquête. Il savait que plus le temps passait, plus la vérité risquait d'être enfouie. Il était assis dans le salon, tenant un petit jouet appartenant à Léo. Son cœur était rempli de nostalgie pour sa femme. À la gendarmerie, Dubois convoqua à nouveau Pierre pour un deuxième interrogatoire. Cette fois, il apporta plusieurs photos des résultats de la perquisition, y compris des clichés du hachoir à viande et de la tache pâle dans la salle de bain. Il posa les photos sur la table, demandant à Pierre de s'expliquer. Le visage de Pierre se raidit. Ses yeux passaient rapidement d'une photo à l'autre. Il tenta de dire que la tache n'était qu'une saleté ordinaire et que la machine était souvent utilisée pour hacher de la viande, il était donc normal qu'il y ait des restes. La réponse semblait plausible pour un profane. Mais pour un enquêteur, elle ne faisait que renforcer les soupçons. Dubois se pencha en avant, regardant Pierre de plus près. Il dit que chaque mensonge finit par être révélé, que la technologie moderne peut montrer la vérité, aussi minime soit-elle. Ces mots firent taire Pierre un instant. Mais il redevint rapidement froid. Comme s'il était convaincu que personne ne pouvait rien prouver. L'interrogatoire se poursuivit pendant des heures, mais sans aucun aveu. Pierre s'en tenait à son histoire. Dubois ferma son carnet avec un visage sérieux. Il savait que la vraie bataille venait de commencer. Cette nuit-là, après la fin de la procédure, Dubois sortit du bureau d'un pas lourd. Il regarda le ciel sombre, les étoiles scintillant faiblement au-dessus de la Normandie. Dans son cœur, il se dit que cette affaire serait l'une des plus difficiles de sa carrière. Il n'était pas seulement confronté à la disparition d'une femme, mais aussi à un mensonge soigneusement construit par un homme qui aurait dû être le protecteur de la famille. Cependant, il se promit à lui-même, à Antoine et à Léo, qu'il trouverait la réponse. Peu importe à quel point cette vérité serait sombre. Les résultats ADN arrivent. Le 3e jour depuis le signalement de la disparition de Sophie, l'atmosphère à la gendarmerie était de plus en plus active. L'équipe scientifique apporta enfin les premiers résultats. Le capitaine Dubois fut appelé au laboratoire pour voir directement les résultats préliminaires des échantillons prélevés chez Pierre. Dans la salle remplie d'équipements modernes, les experts expliquèrent calmement que le liquide spécial utilisé dans la salle de bain avait montré une réaction positive. Cela signifiait qu'il y avait eu du sang qui avait été délibérément nettoyé. De plus, le hachoir à viande contenait également de petites traces suspectes. Bien que des examens plus approfondis soient encore nécessaires. En entendant ce rapport, Dubois sentit qu'il se rapprochait de la vérité. Pendant ce temps, à la maison, Antoine essayait de traverser la journée péniblement. Il essayait de calmer Léo, qui demandait sans cesse après sa mère. Le petit garçon était assis par terre avec ses petites voitures. De temps en temps, il regardait son père de ses yeux innocents. Antoine ne pouvait que sourire amèrement, répondant par des mots simples que sa mère était partie pour un court moment. Mais au fond de lui, il se sentait dévasté. Chaque coin de la maison lui rappelait Sophie. La cuisine habituellement animée par le bruit des casseroles, la chambre parfumée à l'odeur de son parfum, et la terrasse où il s'asseyait souvent l'après-midi. Tout semblait vide. La nouvelle des découvertes scientifiques n'avait pas encore été communiquée en détail à Antoine. Le capitaine Dubois préférait attendre les résultats complets avant de parler. Cependant, il rendit visite à Antoine cet après-midi-là pour lui donner un peu d'assurance. Il dit que l'enquête avait révélé des éléments importants et que la vérité se rapprochait. Antoine hocha la tête, le visage sombre. Il serra Léo fort contre lui, comme pour protéger le petit garçon de toutes les mauvaises éventualités. Les voisins qui virent l'arrivée des gendarmes furent de plus en plus convaincus que quelque chose de grave s'était produit. Ils chuchotaient sur leur terrasse. Certains se couvraient la bouche de peur. D'autres priaient à voix basse. À la gendarmerie, Pierre fut à nouveau appelé pour un interrogatoire complémentaire. Cette fois, son visage semblait encore plus fatigué. Des cernes noires marquaient ses yeux, ses cheveux étaient en désordre. Cependant, il essayait toujours de maintenir son ancienne histoire, selon laquelle Sophie était partie en colère. Le capitaine Dubois écouta patiemment, puis montra les photos des résultats scientifiques. Il expliqua que des traces de sang avaient été prouvées dans la salle de bain et que le hachoir à viande n'était pas complètement propre.
Pierre parut stupéfait un instant, mais il rejeta rapidement ces éléments en prétextant que les taches provenaient des animaux qui l'abattaient. La réponse semblait logique en surface, mais elle affaiblissait de plus en plus sa position en raison des contradictions avec la réalité. Antoine, qui attendait à l'extérieur de la salle d'interrogatoire, apprit la nouvelle par un agent. Son corps tremblait, son cœur était comme lacéré. Il ne pouvait plus retenir ses larmes. Il sentait que sa conviction était juste, que sa femme n'avait jamais quitté la maison. Mais accepter la possibilité que quelque chose d'horrible se soit produit était bien plus douloureux. Il se souvint des dernières nuits où il avait parlé à Sophie au téléphone, de la voix douce de sa femme, de son petit rire, et de son simple message lui demandant de prendre soin de sa santé sur son lieu de travail. Tous ces souvenirs ressemblaient maintenant à un dernier adieu. Les voisins furent de plus en plus nombreux à venir ce soir-là. Quelques femmes proposèrent de prier ensemble à l'église pour la sécurité de Sophie. L'atmosphère du hameau était empreinte d'inquiétude. Les enfants n'avaient pas le droit de jouer trop près de la maison d'Antoine car leurs parents craignaient qu'il y ait quelque chose qui n'allait pas. Mais derrière la peur, la solidarité des habitants restait forte. Ils donnaient de la nourriture, proposaient leur aide pour garder Léo, et tenaient compagnie à Antoine qui restait souvent assis seul tard dans la nuit. La solidarité villageoise, caractéristique de la campagne, se faisait clairement sentir. Même s'il était éclipsé par le mystère, le capitaine Dubois continuait de suivre l'évolution des résultats du laboratoire. Il savait que la preuve scientifique était l'arme principale pour démasquer le mensonge. Chaque jour, il recevait des rapports étape par étape. Il notait tout méticuleusement dans son carnet. Ses yeux étaient fatigués, mais sa détermination ne faiblissait pas. Il sentait que cette affaire n'était pas seulement sa responsabilité en tant que gendarme, mais aussi en tant qu'être humain qui devait faire respecter la justice pour une jeune mère qui n'était peut-être plus de ce monde. Dans son cœur, il se promit de ne pas s'arrêter avant que tout ne soit révélé. Pierre était de plus en plus acculé. Son visage n'était plus aussi ferme qu'auparavant. Il baissait plus souvent la tête pendant les interrogatoires. Ses réponses étaient de plus en plus courtes. Dubois, expérimenté, vit ces signes. Il savait que le mur de défense de cet homme commençait à se fissurer. Cependant, il resta patient, attendant les résultats finaux. Il ne voulait pas accuser sans fondement solide. Il attendait le moment opportun, lorsque les preuves scientifiques seraient complètes et irréfutables. À ce moment-là, il était convaincu que Pierre ne pourrait plus se cacher derrière sa fausse histoire. La nuit tombait lorsque Dubois rentra chez lui. Il traversa la route de campagne déserte. Seul le chant des grillons et les aboiements occasionnels d'un chien se faisaient entendre. Le vent nocturne apportait un froid mordant. Il leva les yeux vers le ciel sombre, pensant au visage de Sophie, qui n'avait pas été retrouvée. Dans son esprit, une seule question revenait. Si Sophie n'était vraiment jamais sortie de cette maison, alors où était son corps maintenant? Cette question tournait en boucle dans sa tête, l'empêchant de dormir. Mais il savait que la réponse apparaîtrait bientôt, car les preuves commençaient à parler. Le témoignage de Léo. Le jour après le signalement de la disparition de Sophie, l'atmosphère à la maison d'Antoine était toujours empreinte d'anxiété. Léo était assis par terre dans le salon, jouant avec des blocs de bois. Le garçon semblait calme. De temps en temps, il souriait légèrement. Mais ses paroles innocentes stupéfièrent tous ceux qui les entendirent. Lorsqu'une voisine lui demanda où était sa mère, Léo répondit doucement que sa maman faisait dodo. Cette simple phrase fit frissonner Antoine. Il savait que son fils ne comprenait peut-être pas entièrement, mais ces mots résonnaient comme l'indice d'une vérité effrayante. Le capitaine Dubois, qui se trouvait par hasard à la maison à ce moment-là, essaya d'en savoir plus. Il s'accroupit devant Léo, regardant les yeux innocents du petit garçon. D'une voix douce, il demanda si sa mère l'avait emmené quelque part. Léo secoua la tête. Il répéta que sa mère dormait à la maison. Dubois resta silencieux un instant. Il savait que les paroles d'un enfant ne pouvaient pas être utilisées comme preuve légale. Mais souvent, l'honnêteté d'un enfant recèle des indices insoupçonnés. Les mots de Léo renforçaient la conviction que Sophie n'avait jamais quitté cette maison. Antoine, qui entendit cela, sentit sa poitrine se serrer. Ses larmes coulèrent sans qu'il puisse les retenir. Il serra son fils fort contre lui, comme pour le protéger de l'amère réalité. Cet après-midi-là, Dubois s'assit sur la terrasse de la maison d'Antoine, réfléchissant à la prochaine étape. Il regarda la cour déserte. Un pommier se dressait, ses feuilles ondulant au gré du vent. Au loin, on entendait les cloches de l'église sonner l'heure, ajoutant à l'atmosphère mélancolique. Dans son esprit, la même question revenait sans cesse. Si Sophie n'est vraiment pas sortie de la maison, où est-elle maintenant?
Y a-t-il encore un espoir qu'elle soit en vie, ou quelque chose de plus horrible est-il arrivé? Cette pensée conforta Dubois dans sa décision que la prochaine perquisition devrait être menée avec encore plus de minutie. Pierre, qui semblait abattu depuis le matin, était maintenant assis sur une chaise devant la maison. Son visage était fatigué, son regard vide. Il ne parlait pas beaucoup. De temps en temps, il allumait une cigarette, expirant la fumée d'un souffle lourd. Dubois l'observait de loin, voyant les mains de Pierre trembler légèrement. Cette attitude montrait le lourd fardeau qu'il portait. Cependant, Pierre persistait à maintenir son histoire. Il ne savait pas que, petit à petit, tous ses mensonges commençaient à s'effondrer face aux preuves accumulées. Les voisins parlaient de plus en plus de cette affaire. Au café près de la route principale, plusieurs hommes étaient assis à discuter. Certains croyaient que Sophie s'était enfuie à cause de problèmes conjugaux. D'autres étaient convaincus qu'elle avait été victime de quelque chose de grave. Les chuchotements se propageaient rapidement dans tout le hameau. Cependant, la plupart des habitants témoignaient de la sympathie à Antoine. Ils savaient à quel point il travaillait dur loin de chez lui pour sa famille. Ils ne croyaient pas que Sophie abandonnerait son fils comme ça. Ce soutien moral rendit Antoine un peu plus fort, même si son cœur restait fragile. Cette nuit-là, Antoine ne put dormir. Il était assis dans le salon, le regard vide. Léo s'était endormi dans sa chambre. Son étreinte était encore chaude avant de dormir. Antoine alluma une petite lampe, puis regarda la photo de famille accrochée au mur. Il se souvint du 3e anniversaire de Léo. Sophie avait préparé un gâteau simple avec une petite bougie. Ils avaient chanté tous les 3 ensemble, ri ensemble. Ce souvenir était si vif qu'il lui serra la poitrine. Il ressentait une perte de plus en plus réelle. Dans son cœur, il priait pour que la vérité éclate bientôt. Quelle que soit la réalité qui émergerait. À la gendarmerie, Dubois rédigea un nouveau rapport basé sur la déclaration de Léo et les premiers résultats scientifiques. Il écrivit avec soin, ajoutant chaque petit détail. Il savait que tout cela serait un élément important dans la procédure judiciaire. Son cœur était lourd, mais il était convaincu d'être sur la bonne voie. Chaque preuve les rapprochait de la vérité. Il prépara également un plan pour interroger d'autres témoins, y compris les voisins qui auraient pu entendre ou voir quelque chose la nuit de la disparition de Sophie. Plusieurs voisins avaient en effet admis avoir entendu un bruit étrange. Une mère de famille raconta que cette nuit-là, elle avait entendu un cri étouffé venant de la direction de la maison de Pierre. Cependant, elle n'en était pas sûre, car le bruit des poules était aussi souvent fort. Ce témoignage fut enregistré par la gendarmerie. Bien qu'il ne soit pas suffisant, il restait important pour renforcer les soupçons. Lentement, les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Même si l'image finale était encore floue. Pierre lui-même était de plus en plus sous pression. Il se sentait observé à chaque instant. Le regard des habitants à son égard avait changé. De respectueux, il était devenu suspicieux. D'amical, il était devenu froid. Il s'asseyait souvent seul derrière la maison, fumant sans arrêt. Il savait que son temps était compté. Mais il choisit de rester silencieux. Il était convaincu que sans preuve concrète, la gendarmerie ne pourrait pas l'inculper. Il ne réalisait pas que les preuves étaient patiemment rassemblées et que le mur de mensonges qu'il avait construit était sur le point de s'effondrer. La nuit s'avançait. Chez Antoine, seul le chant des grillons se faisait entendre. Le vent nocturne soufflait, apportant l'odeur de la terre humide. Antoine était assis, le regard vide. Son esprit vagabondait. Il ressentait une incertitude qui l'étouffait. Mais derrière la peur, il y avait une lueur d'espoir que la vérité approchait. Il savait que le capitaine Dubois n'abandonnerait pas et qu'il connaîtrait tôt ou tard le sort de Sophie. Les détails du crime se révèlent. Ce matin-là, la gendarmerie de Villers-Bocage était en pleine effervescence. Plusieurs agents revenaient tout juste de la collecte de témoignages. Pendant ce temps, l'équipe technique préparait le rapport sur l'enregistrement vidéo qui avait été copié. Le capitaine Dubois était assis dans la petite salle de réunion, le visage sérieux. Sur la table en bois devant lui se trouvaient des piles de dossiers, des photos de la perquisition, ainsi qu'un ordinateur portable affichant des extraits vidéo de la maison de M. Bernard. Tous les membres de l'équipe étaient réunis, y compris les 2 techniciens responsables de l'analyse de l'enregistrement. Ce jour-là, ils devaient confirmer une fois de plus si Sophie n'avait vraiment jamais quitté la maison. L'enregistrement fut lu lentement. L'heure était clairement affichée dans le coin de l'écran. Ils virent Sophie balayer la cour. Léo courait près d'elle, puis tous 2 rentrèrent dans la maison. Après cela, il n'y eut plus aucun signe de départ. La caméra continua d'enregistrer jusqu'à la nuit.
Elle ne montrait que Pierre sortant plusieurs fois de la maison pour donner à manger aux poules, jeter les poubelles, puis rentrer. Le jour suivant, c'était la même chose. Le visage de Sophie n'apparut plus jamais. Toutes les personnes dans la pièce retinrent leur souffle. Ce fait était suffisamment solide pour affirmer que Sophie n'avait jamais quitté cette maison. Dubois regarda longuement l'écran, puis ferma les yeux un instant. Il sentit ses poils se hérisser. Il savait que l'affaire prenait une tournure de plus en plus claire. Pierre avait menti. Il n'était pas un simple témoin, mais peut-être l'auteur. Cependant, il ne voulait pas être imprudent. Tout devait être basé sur des preuves irréfutables. Il donna l'instruction de conserver l'enregistrement en lieu sûr, de le joindre au rapport officiel et d'être prêt à le présenter au procureur si nécessaire. Pour lui, cet enregistrement était le pilier principal qui détruirait le mensonge de Pierre. Pendant ce temps, Antoine était assis à l'extérieur de la salle de réunion, attendant avec anxiété. Quand Dubois sortit, il se leva immédiatement, le visage interrogateur. Dubois lui tapota doucement l'épaule, disant que l'enregistrement avait été vérifié à nouveau et que le résultat était le même. On n'avait jamais vu Sophie sortir de la maison. En entendant cela, Antoine sentit ses genoux fléchir. Il s'effondra sur la chaise, baissant la tête, les larmes coulant. Il s'en était douté, mais entendre la confirmation de la gendarmerie rendait la chose encore plus réelle. Il ressentit une perte de plus en plus profonde. Même si le corps de sa femme n'avait pas été retrouvé. Léo, qui jouait sur ses genoux, le regardait simplement, innocent, sans comprendre. Dans le hameau, la nouvelle commença à se répandre. Bien que la gendarmerie ne l'ait pas annoncé publiquement, les chuchotements des habitants se propagèrent rapidement. Beaucoup étaient étonnés, beaucoup étaient horrifiés. Ils commencèrent à regarder la maison de Pierre avec suspicion. Certains chuchotaient qu'il y avait peut-être un sombre secret à l'intérieur de cette maison. Certains avaient même peur de passer devant cette maison la nuit. Mais derrière tous ces chuchotements, il y avait aussi des prières qui continuaient d'être dites pour que la vérité éclate bientôt. Les habitants savaient que cette affaire n'était pas seulement la disparition d'une femme, mais qu'elle touchait à la dignité et à la sécurité de tout le village. Pierre lui-même semblait de plus en plus agité. Il était toujours en garde à vue pour des interrogatoires complémentaires. Dans sa cellule simple, il était assis, songeur. Son visage avait vieilli, ses yeux étaient cernés. Il savait que tout commençait à se retourner contre lui. Cependant, il s'en tenait toujours à son ancienne histoire. Il était convaincu que sans la découverte du corps de Sophie, il pourrait encore nier. Mais au fond de lui, la peur commençait à grandir. Il savait que la gendarmerie se rapprochait de la vérité. Il ne savait tout simplement pas combien de temps il pourrait tenir. Le capitaine Dubois ne voulait pas perdre de temps. Il organisa une réunion spéciale avec son supérieur, le commandant Gilles Martin. Dans cette pièce fermée, il exposa toutes les preuves existantes. L'enregistrement vidéo, le témoignage d'Antoine, les paroles innocentes de Léo, la tache de sang dans la salle de bain, ainsi que les premiers résultats du laboratoire. Le commandant Martin écouta attentivement puis hocha la tête. Il déclara que cette affaire devait immédiatement changer de statut. Ce n'était plus une disparition inquiétante, mais une suspicion d'acte criminel grave. Il signa le document officiel donnant plein pouvoir pour poursuivre l'enquête à l'étape suivante. Antoine reçut la nouvelle avec des sentiments mitigés. D'un côté, il était soulagé que la gendarmerie prenne l'affaire de sa femme au sérieux. D'un autre côté, il avait peur de l'amère réalité qui pourrait bientôt émerger. Il rentra chez lui d'un pas chancelant, serrant Léo dans ses bras. Le garçon riait doucement, ignorant le lourd fardeau que portait son père. Antoine regarda longuement le visage de son fils. Il se promit intérieurement de continuer à se battre. Quel que soit le résultat, pour Léo et pour Sophie. Cette nuit-là, le hameau redevint silencieux. Le chant des grillons et le murmure du vent devinrent la toile de fond d'une atmosphère pesante. Chez Antoine, une petite lumière restait allumée. Il ne pouvait pas dormir, assis simplement à regarder la photo de famille. Dans son imagination, le sourire de Sophie était encore clair. Mais derrière ce sourire, il sentait comme un cri piégé. Un cri qui attendait d'être entendu, un cri qui ne pouvait être libéré que par la vérité. Antoine ferma les yeux, priant à voix basse pour que Dieu lui donne la force d'affronter les jours suivants. Il savait que le chemin pour trouver la vérité était encore long, mais un grand pas avait été franchi. La stupeur des villageois. Le 5e jour depuis la disparition de Sophie, l'atmosphère à la gendarmerie de Villers-Bocage était de plus en plus intense. Le capitaine Dubois réunit l'équipe d'enquêteurs dans la petite salle de réunion.
Il exposa les dernières découvertes issues de l'enregistrement vidéo et des premiers résultats du laboratoire. Toutes les preuves menaient à une seule conclusion choquante. Sophie n'avait jamais quitté cette maison, et Pierre savait probablement quelque chose de bien plus grave. L'ambiance dans la salle de réunion était silencieuse. Seul le bruit du vieux ventilateur tournant lentement se faisait entendre. Tous les membres réalisaient que cette affaire ne pouvait plus être prise à la légère. Dubois expliqua ensuite la prochaine étape. Il déclara que l'enquête devait être requalifiée en affaire criminelle. Toutes les procédures légales devaient être suivies avec soin pour ne laisser aucune faille. Il souligna que l'objectif principal était de découvrir ce qui était réellement arrivé à Sophie. Les membres de l'équipe hochèrent la tête sérieusement. Ils savaient que le chemin serait difficile, mais il n'y avait pas d'autre choix. Toute vérité cachée devait être révélée, même si elle était douloureuse. Pendant ce temps, à la maison d'Antoine, l'atmosphère était de plus en plus sombre. Léo demandait sans cesse après sa mère. Le petit garçon se tenait devant la porte, comme s'il attendait que quelqu'un vienne. Antoine essayait de le calmer avec des mots doux. Il disait que sa mère était partie pour un court moment. Mais au fond de lui, il se sentait dévasté. Il savait que Sophie manquait à Léo. Tout comme elle lui manquait. Les nuits semblaient longues sans la voix douce de sa femme. Antoine restait souvent assis seul, le regard vide, se sentant coupable de ne pas avoir été à la maison lorsque tout cela s'était produit. La nouvelle de la requalification de l'affaire commença à se répandre dans le hameau. Les habitants étaient de plus en plus convaincus que quelque chose d'horrible s'était produit. Les chuchotements de bouche à oreille se faisaient entendre au café, au marché, et même à l'église. Certains habitants avaient peur, d'autres compatissaient avec Antoine. Certains priaient ensemble, implorant pour la sécurité de Sophie. D'autres encourageaient la gendarmerie à trouver rapidement la vérité. L'atmosphère du hameau, habituellement chaleureuse, était désormais empreinte de suspicion et d'anxiété. Pierre, en garde à vue, avait de plus en plus de mal à garder son calme. Dans la salle d'interrogatoire, son visage semblait encore plus fatigué. Ses yeux étaient rouges, sa voix lourde. Cependant, il répétait toujours la même histoire. Sophie était partie après une dispute. Le capitaine Dubois écoutait sans émotion, puis montra les preuves. Les photos des taches de sang dans la salle de bain, l'enregistrement vidéo ne montrant pas Sophie sortir, ainsi que les premiers résultats scientifiques du hachoir à viande. Pierre resta silencieux un long moment, puis tenta de réfuter en prétendant que tout cela n'était qu'une coïncidence. Mais sa voix n'était plus aussi assurée qu'auparavant. Antoine, qui attendait à l'extérieur, ressentait un mélange de colère et de tristesse. Il ne pouvait pas croire que son propre père puisse être impliqué dans la disparition de sa femme. Son cœur était brisé, mais il savait aussi que seule la vérité pourrait mettre fin à tout cela. Il priait pour que la gendarmerie trouve rapidement des preuves solides. Il se moquait de savoir à quel point la réalité serait amère. Ce dont il avait besoin, c'était de certitude. Pour lui, l'incertitude était bien plus torturante que la perte. Le capitaine Dubois réalisa que Pierre était de plus en plus acculé. Il décida de patienter jusqu'à ce que les résultats complets du laboratoire arrivent. Il savait que les preuves scientifiques ne pouvaient être contestées. En attendant, il continuait d'élaborer sa stratégie. Il préparait un plan pour une perquisition complémentaire. Cette fois, plus approfondie. Chaque coin de la maison serait examiné, chaque équipement serait démonté. Il était convaincu que derrière cette simple maison se cachait un grand secret. Pierre avait peut-être réussi à brouiller les pistes, mais la vérité ne pourrait pas être cachée éternellement. Cette nuit-là, Dubois rentra chez lui d'un pas lourd. Il traversa la route de campagne silencieuse. Les lampadaires éclairaient faiblement, illuminant les champs vastes. Le chant des grillons et le vent nocturne accompagnaient son trajet. Il réfléchit au visage de Sophie, qui n'avait pas été retrouvée. Il se souvint de Léo, avec ses yeux innocents. Tout cela renforçait sa détermination. Il se dit intérieurement qu'il ne s'arrêterait pas tant que cette affaire ne serait pas résolue. Il savait que cette tâche n'était pas seulement sa responsabilité en tant que gendarme, mais aussi en tant qu'être humain qui devait faire respecter la justice. À la maison, Antoine était assis avec quelques voisins venus apporter de la nourriture. Ils essayaient de le réconforter, racontant l'enfance d'Antoine, comment il était connu comme un enfant travailleur dans le village. L'histoire fit sourire Antoine légèrement, même si son cœur restait brisé. Le soutien des voisins lui fit sentir qu'il n'était pas seul. Il savait que beaucoup de gens se souciaient de lui. Mais l'image de Sophie, disparue, l'empêchait toujours de dormir. Il fermait les yeux, mais le visage de sa femme apparaissait toujours. Souriant, puis disparaissant. Il se réveillait plusieurs fois, la poitrine serrée.
Le jour suivant, la gendarmerie se préparait à franchir une étape majeure. Le capitaine Dubois dirigeait personnellement les opérations. Il savait que le moment de révéler la vérité approchait. Toutes les preuves convergeaient vers un seul point. La maison de Pierre n'était pas seulement un lieu de vie, mais peut-être aussi le théâtre de quelque chose de sombre. Dubois prit une profonde inspiration, regardant le soleil matinal se lever à l'horizon. Il pria intérieurement pour que tout se passe bien. Ce jour pourrait être le début de la levée du voile sur le mystère. Même si la vérité qui émergerait risquait de bouleverser de nombreux cœurs. Le procès et le verdict, la deuxième perquisition. Ce matin-là, l'air normand était humide après la pluie de la nuit. Les routes de campagne étaient encore mouillées. Une odeur de terre humide imprégnait l'air. Une voiture de gendarmerie s'arrêta devant la maison d'Antoine. Suivie d'un autre véhicule transportant l'équipe technique et scientifique. Les habitants commencèrent à affluer, se tenant sur le bord de la route en chuchotant. Ils savaient que ce jour-là, il y aurait une perquisition complémentaire. Le mandat officiel avait été signé et l'équipe était dirigée directement par le capitaine Dubois. Son visage était ferme, sa démarche assurée. Il savait que ce jour pourrait être un tournant décisif. Pierre fut extrait de sa cellule et gardé à la gendarmerie. L'objectif était clair, l'empêcher d'entraver l'inspection de la maison. Pendant ce temps, l'équipe scientifique enfila des combinaisons de protection complètes. Il apportait des produits chimiques, des outils de détection et des appareils photo. Antoine se tenait sur la terrasse, le visage sombre. Léo était porté par une voisine pour ne pas assister à la scène. Le cœur d'Antoine battait la chamade. Il avait peur, mais il espérait aussi. Il voulait savoir ce qui était réellement arrivé à sa femme. La perquisition commença par la salle de bain. Les murs et le sol, qui semblaient propres, furent examinés avec un liquide spécial. Dès que la lumière ultraviolette, lumière noire, fut allumée, des taches diffuses apparurent, réfléchissant une lueur bleue. L'équipe nota tout méticuleusement, préleva des échantillons et photographia chaque recoin. Antoine, qui observait de loin, se couvrit le visage de ses mains. Ses larmes tombèrent sans qu'il puisse les retenir. Il savait que ces taches n'étaient pas de simples saletés. Son cœur se brisa davantage en imaginant le pire. Ensuite, l'équipe se déplaça vers la cuisine. Tous les ustensiles furent examinés, des couteaux aux planches à découper. Mais l'attention principale se porta sur le gros hachoir à viande dans le coin de la pièce. La machine semblait propre, comme si elle venait d'être lavée. Mais l'expérience de Dubois le persuada que c'était précisément là que se cachait le secret. L'équipe scientifique commença à démonter la machine pièce par pièce. Ils prélevèrent des échantillons dans les interstices difficiles d'accès. Un liquide spécial fut versé, produisant un changement de couleur suspect. Ce résultat fut immédiatement noté et mis sous scellé. Dans la cour arrière, les agents examinèrent les sacs de grains pour les poules. Ils prirent des échantillons du contenu des sacs, les emballant dans des sacs plastiques spéciaux. Plusieurs voisins qui assistaient à la scène étaient horrifiés. Ils chuchotaient à voix basse. Certains se couvraient la bouche avec la main. L'atmosphère du hameau, habituellement animée, était désormais silencieuse et pesante. Seul le bruit des outils scientifiques et les pas des agents se faisaient entendre. Chacun sentait que quelque chose de sombre était en train d'être lentement mis au jour. Dans l'après-midi, la perquisition se poursuivit dans le petit hangar à côté de la maison. Le hangar était rempli d'outils de bricolage et de sacs d'aliments. Dans un coin du hangar, il y avait une tache pâle qui fut également examinée. Bien que les premiers résultats ne soient pas concluants, l'équipe préleva quand même un échantillon. Dubois se tenait là, observant chaque étape. Son visage était de plus en plus sérieux. Il savait que plus il y avait de découvertes, plus forte était la suspicion que quelque chose s'était réellement produit dans cette maison. Il ne parlait pas beaucoup, donnant seulement de temps en temps des instructions fermes à l'équipe. Antoine était assis sur une chaise en bois devant la maison. Son visage était couvert par ses deux mains. Plusieurs voisins tentaient de le réconforter, mais il était incapable de parler. Son esprit était confus. Son cœur espérait que sa femme était encore en vie. Mais les preuves qui apparaissaient indiquaient le contraire. Il serra Léo, qui était revenu sur ses genoux. L'enfant s'était endormi profondément, ignorant que sa maison était en train de devenir le témoin d'une grande tragédie. Antoine embrassa la tête de son fils, murmurant une prière que lui seul pouvait entendre. Vers la nuit, la perquisition fut interrompue. Tous les échantillons furent collectés, étiquetés et emportés au laboratoire central. Le capitaine Dubois annonça à l'équipe que les premiers résultats étaient suffisamment solides pour passer à l'étape suivante.
Cependant, il insista pour que tous restent professionnels et attendent les résultats officiels du laboratoire. Son visage était ferme, sa voix assurée. Il savait que leur travail n'était pas terminé, mais il pouvait sentir que la vérité se rapprochait. Pierre, qui était toujours à la gendarmerie, fut informé de la perquisition. Son visage était blême, ses yeux roulaient d'inquiétude. Il tenta de nier, disant que toutes ces tâches provenaient du bétail. Mais il ne savait pas que chaque mot ne faisait qu'affaiblir sa position. Dubois écoutait sans dire grand-chose. Il savait que le moment était proche. Les preuves collectées ce jour-là pourraient être la clé pour faire parler Pierre, qui était resté silencieux jusqu'à présent. La nuit tomba lentement. Le hameau redevint silencieux. Seul le bruit des insectes se faisait entendre. Antoine était assis dans le salon avec Léo dans les bras. Une lumière tamisée éclairait son visage sombre. Il savait que le chemin était encore long. Mais il savait aussi que la gendarmerie n'abandonnerait pas. Il ferma les yeux, priant pour que justice soit faite à Sophie. Dehors, les étoiles brillaient dans le ciel sombre, comme des témoins silencieux du mystère qui n'était pas encore entièrement révélé. Le lendemain, l'atmosphère à la gendarmerie de Villers-Bocage était empreinte de tension. L'équipe scientifique qui avait ramené les échantillons de la maison de Pierre la veille commença à donner son rapport préliminaire. Le capitaine Dubois entra dans la salle du laboratoire d'un pas rapide. Là, les experts attendaient déjà, le visage sérieux. Ils montrèrent un petit cheveu long et brun trouvé collé dans les rouages du hachoir à viande. De plus, il y avait aussi de minuscules fragments pâles, suspectés d'être du tissu humain. Toutes ces trouvailles furent placées dans des sacs de preuves scellés. Le cœur de Dubois battait la chamade en voyant cela. Il savait qu'il se rapprochait d'une sombre vérité. Le rapport fut immédiatement apporté à la salle de réunion spéciale. Le commandant Gilles Martin était présent, assis à la place d'honneur, le visage sombre. Tous les membres de l'équipe d'enquête étaient réunis. Dubois exposa les découvertes une par une. Il expliqua comment ce cheveu ne pouvait pas provenir d'un animal d'élevage. Comment des fragments de tissu avaient été trouvés dans un endroit qui aurait dû être propre. Chaque mot ajoutait au poids de l'atmosphère. La salle était silencieuse, seul le bruit du papier que l'on tournait se faisait entendre. Tous réalisaient que cette affaire n'était plus une supposition, mais devenait de plus en plus réelle en tant qu'acte criminel odieux. Pendant ce temps, chez Antoine, la nouvelle n'avait pas encore été entièrement communiquée. La gendarmerie préférait attendre les résultats finaux pour ne pas provoquer de choc. Antoine continuait de vivre ses journées péniblement. Il prépara le petit déjeuner pour Léo, même s'il n'avait pas d'appétit. Léo demanda à nouveau après sa mère, cette fois avec une moue boudeuse. Antoine sourit amèrement, disant que sa mère dormait encore. Le garçon hocha la tête innocemment, puis continua à jouer avec sa petite voiture. Antoine regarda longuement son fils, sentant les larmes lui monter aux yeux. Il priait pour que Léo comprenne un jour, même si la réalité à venir était très amère. À la gendarmerie, Pierre fut à nouveau appelé pour un interrogatoire. Il était assis sur la chaise, le visage rigide. Le capitaine Dubois posa le sac de preuves contenant le cheveu sur la table. Les yeux de Pierre le fixèrent un instant, puis se détournèrent rapidement. Dubois demanda « Savez-vous d'où vient ce cheveu ?» Pierre répondit d'une voix lourde que c'était peut-être un poil d'animal qui avait été emporté lors du hachage de la viande. Mais sa voix semblait vacillante. Dubois n'insista pas trop. Il savait que la meilleure stratégie était de montrer les preuves petit à petit, jusqu'à ce que Pierre ne puisse plus nier. Antoine, qui attendait à l'extérieur de la salle d'interrogatoire, sentit à nouveau sa poitrine se serrer. Il voulait entrer, crier, mais on le lui interdit. Il ne pouvait que rester assis, la tête baissée, retenant l'émotion qui bouillonnait en lui. Dans son cœur, il était déjà convaincu que son père était impliqué. Mais il espérait toujours que la gendarmerie obtiendrait des aveux directs. Il voulait entendre la vérité clairement. Même si cela devait lui briser le cœur. Cette nuit-là, il rentra chez lui d'un pas chancelant. Léo le serra fort contre lui, lui donnant un peu de force pour tenir. Le lendemain matin, les résultats préliminaires du laboratoire tombèrent. Les experts déclarèrent que le cheveu trouvé provenait bien d'un humain, pas d'un animal. Les fragments de tissu présentaient également les mêmes caractéristiques. Bien qu'il faille encore attendre la confirmation par test ADN, ce résultat était suffisant pour resserrer les soupçons. Le capitaine Dubois se sentit à la fois soulagé et horrifié. Il savait que l'affaire allait bientôt entrer dans sa phase la plus décisive. Toutes les preuves scientifiques convergeaient lentement vers une seule vérité indéniable. Dans le hameau, les rumeurs s'intensifiaient.
Les habitants commencèrent à éviter la maison de Pierre. Certains avaient peur, d'autres étaient en colère. Quelques femmes pleuraient en parlant de Sophie. Elles ne pouvaient pas croire qu'une belle fille si douce puisse finir de cette façon. L'église était remplie de prières. Les enfants n'avaient plus le droit de jouer près de cette maison. L'atmosphère du hameau, habituellement chaleureuse, était devenue sombre. La solidarité demeurait, mais elle était teintée de peur et de deuil. Pierre était de plus en plus sous pression. Il était assis dans sa cellule, le regard vide. Ses yeux étaient rouges, ses mains tremblaient. Il savait que le mur de mensonges qu'il avait construit commençait à s'effondrer. Chaque preuve qui apparaissait le cernait davantage. Cependant, il choisit de rester silencieux. Il était convaincu que s'il n'y avait pas d'aveu, il y avait encore une faille. Mais il ne réalisait pas que les preuves scientifiques étaient bien plus fortes que les mots. Le capitaine Dubois le regardait derrière la vitre sans teint avec un regard froid. Il savait que le moment approchait. Cette nuit-là, Dubois rédigea un long rapport dans son bureau. La lampe de bureau éclairait son visage fatigué. Il nota chaque détail avec soin. Il savait que ce rapport serait la clé du processus judiciaire. Son cœur était lourd, mais sa détermination était inébranlable. Il se sentait responsable non seulement devant la loi, mais aussi envers Antoine et Léo. Ils avaient le droit de connaître la vérité. Ils méritaient que justice soit faite pour Sophie. Dubois ferma son carnet, prit une profonde inspiration, puis pria à voix basse pour que le lendemain apporte une lumière plus claire. Le jour suivant, l'atmosphère à la gendarmerie de Villers-Bocage était empreinte d'une tension encore plus grande que les jours précédents. Le laboratoire central envoya, enfin, les résultats ADN officiels. Le capitaine Dubois fut appelé pour recevoir le document en personne. Il entra dans la pièce, le cœur battant. Un technicien de laboratoire lui remit une épaisse enveloppe Kraft portant le tampon officiel. Dubois l'ouvrit lentement, lisant page après page. Son regard devint de plus en plus sérieux. Les résultats des tests ADN montraient que le cheveu et les tissus trouvés dans le hachoir à viande correspondaient bien aux échantillons de comparaison prélevés sur la brosse à cheveux de Sophie. Il n'y avait plus aucun doute. Toutes les preuves scientifiques étaient claires. Dubois apporta immédiatement le rapport à la salle de réunion. Le commandant Gilles Martin attendait déjà avec plusieurs autres responsables. D'une voix calme mais ferme, Dubois exposa les résultats. Il expliqua que non seulement le cheveu, mais aussi les fragments de tissu, appartenaient bien à Sophie. L'atmosphère dans la pièce était silencieuse. Chacun réalisait que le pire des scénarios était devenu réalité. Le silence dans la salle de réunion était glacial. Le commandant Martin ferma le dossier d'un geste lent. L'horreur de la situation dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. L'heure n'était plus au soupçon, mais à la certitude. Il donna l'ordre au capitaine Dubois de procéder à l'interrogatoire final. Dubois retourna dans la salle d'interrogatoire où Pierre attendait, visiblement épuisé, mais s'efforçant toujours de paraître calme. Le capitaine s'assit en face de lui et posa le rapport officiel du laboratoire sur la table, entre deux. Les résultats ADN sont revenus, Pierre, dit Dubois d'une voix neutre mais tranchante. Les cheveux et les fragments de tissu trouvés dans les engrenages de votre hachoir. Ils correspondent à 100% à l'ADN de Sophie Marchal. Votre belle-fille. Le visage de Pierre se décomposa. Sa pâleur devint cireuse. Ses yeux, fixés sur le rapport, s'emplirent d'une terreur abjecte. La façade qu'il avait maintenue pendant des jours s'effondra en un instant. Ses mains, posées sur la table, se mirent à trembler si violemment qu'il dut les serrer l'une contre l'autre. Il tenta de parler, mais seul un son étranglé sortit de sa gorge. Finalement, il s'affaissa sur sa chaise, son large corps secoué par des sanglots profonds et incontrôlables. « Je ne le voulais pas. » murmura-t-il, la voix brisée par les larmes. « Je ne le voulais pas. C'était un accident. » Dubois resta impassible, son regard ne quittant pas l'homme brisé. « Racontez-moi, Pierre. Racontez-moi ce qui s'est passé. » Lentement, péniblement, Pierre avoua. La dispute à propos de l'argent était réelle. Sophie avait insisté pour envoyer de l'argent à sa famille à Rouen, mais les affaires de la boucherie étaient vraiment difficiles. La discussion s'était envenimée. Elle m'a insulté, sanglota-t-il. Elle a dit que j'étais un incapable, que je profitais du travail d'Antoine. Que je n'étais bon à rien. Elle m'a poussé. Dans un accès de rage, il l'avait repoussé à son tour. Violemment. Sophie avait perdu l'équilibre. Sa tête avait heurté lourdement le coin du billot en bois massif de la boucherie. Il y eut un bruit sourd. Elle s'était effondrée sur le carrelage et n'avait plus bougé.
La panique l'avait saisi. Il avait vérifié son pouls. Il n'y avait rien. Léo dormait à l'étage. Antoine était à Marseille. Dans son esprit terrifié, il n'avait pas pensé à appeler les secours. Il n'avait pensé qu'à une chose, dissimuler. Cacher sa faute. Son regard s'était alors posé sur les outils de son métier. Je ne savais pas quoi faire. Continua-t-il, la voix presque inaudible. Elle était là. Je devais la faire disparaître. J'ai fait ce que je savais faire. Dubois sentit la nausée lui monter à la gorge, mais il garda son visage de marbre. Pierre décrivit l'indescriptible. Comment, dans la panique de la nuit, il avait démembré le corps de sa belle-fille. Comment il avait utilisé le hachoir à viande pour détruire les preuves. Il avait ensuite nettoyé la salle de bain et la cuisine avec une quantité massive d'eau de javel. Les restes. Il les avait mélangés à l'alimentation destinée aux animaux de la ferme voisine. L'aveu était complet. Le crime était atroce, non seulement dans son exécution, mais aussi dans sa dissimulation froide. La tâche la plus difficile revint au capitaine Dubois, annoncer la vérité à Antoine Lambert. Dans un bureau privé de la gendarmerie, avec le soutien d'un psychologue, il lui exposa les faits. La mort accidentelle. Et ce qui avait suivi. Antoine n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il est resté assis, son corps entier secoué de tremblements, son regard vide fixant le mur. L'idée que son propre père, l'homme qu'il avait élevé, ait pu commettre un acte aussi barbare sur la femme qu'il aimait, était une réalité trop monstrueuse pour être assimilée. Sa douleur était si profonde qu'elle dépassait les larmes. Il demanda seulement à voir son fils. La nouvelle explosa dans Villers-Bocage comme une bombe. Ce fut un choc cataclysmique. La petite boucherie-charcuterie, autrefois un lieu de vie et de commerce, devint un symbole d'horreur. Les voisins qui avaient soutenu Antoine et prié pour le retour de Sophie étaient maintenant pétrifiés. L'horreur n'était pas venue d'un étranger, elle était née au cœur même de leur communauté, derrière la façade d'une famille ordinaire. La solidarité se mua en une incrédulité horrifiée et en dégoût. Le procès de Pierre Durand fut très suivi. Face aux preuves scientifiques accablantes, l'ADN dans le hachoir, les traces de sang nettoyé révélées par le luminol, l'absence de Sophie sur les vidéosurveillances, et surtout, ses propres aveux détaillés, la défense fut brève. Pierre fut reconnu coupable d'homicide involontaire, aggravé par les chefs d'accusation d'atteinte à l'intégrité d'un cadavre et de dissimulation de preuves. Il fut condamné à une lourde peine de prison. Durant tout le procès, il ne leva jamais les yeux vers son fils. Pour Antoine, la vie ne serait plus jamais la même. Il vendit la maison, cet endroit rempli de souvenirs heureux désormais profané par une tragédie inimaginable. Il quitta la Normandie avec le petit Léo, cherchant à reconstruire une existence brisée, loin des lieux du drame. Le capitaine Luc Dubois ferma le dossier, mais le visage souriant de Sophie Marchal sur la photo de mariage et les yeux innocents de Léo le hantèrent longtemps.